Un Cobb est mort sur les eaux du Loch Ness, luttant comme toujours pour remporter de nouvelles gloires pour la Grande-Bretagne, de plus en plus vite, jusqu'à atteindre une vitesse de 240 miles à l'heure. Repousser les limites humaines peut mener à des réalisations extraordinaires, mais parfois, la quête de gloire se termine en tragédie. Derrière le frisson des records battus se cache une réalité dangereuse. Lorsque l'ambition rencontre l'inattendu, les résultats peuvent être catastrophiques. Des cascades audacieuses aux expériences extrêmes, ces 15 tentatives de record du monde mettent en lumière des moments où des risques audacieux se sont transformés en conséquences déchirantes. Êtes-vous prêt à découvrir les récits glaçants derrière ces quêtes malheureuses? La mort d'Alex Harville, 17 juin 2021. Alex Harville, cascadeur professionnel de 28 ans et champion de motocross, avait pour objectif de battre un record du monde en sautant avec sa moto une distance stupéfiante de 351 pieds. Cette tentative faisait partie du Moses Laker Show à Washington, et Harville avait passé des mois à se préparer pour cet exploit monumental. Connu pour sa précision et son audace, il s'était déjà fait un nom grâce à des cascades spectaculaires, mais ce record allait repousser ses compétences à leur maximum. Lors d'un essai juste avant la tentative officielle, la tragédie a frappé. Harville a abordé la rampe à grande vitesse, mais au moment du décollage, sa trajectoire était légèrement déviée. Au lieu d'atterrir sur la pente prévue, sa moto a percuté le bord de la zone d'atterrissage en terre, le projetant violemment vers l'avant. L'impact fut catastrophique. Les secours se sont précipités sur les lieux et l'ont transporté à l'hôpital le plus proche, mais il a succombé à ses blessures peu après. L'événement a bouleversé la communauté des cascadeurs et ses fans à travers le monde. Harville, mari et père de 2 enfants, avait souvent évoqué l'équilibre entre sa passion pour repousser les limites et l'importance de la sécurité. Sa mort a relancé les débats sur les risques des sports extrêmes et la nécessité de renforcer les mesures de sécurité. La tragédie d'Audrey Mestre, 2002. Audrey Mestre, apnéiste française, n'était pas étrangère aux profondeurs de l'océan. Mariée à Francisco Pipin Ferra, apnéiste mondialement célèbre, elle avait passé des années à maîtriser l'art de l'apnée, no limit, une discipline où les plongeurs descendent à des profondeurs extrêmes à l'aide d'un traîneau lesté et remontent grâce à un ballon rempli d'air. En octobre 2002, Mestre s'est lancé dans une tentative de record mondial en plongeant à 561 pieds au large des côtes de la République dominicaine. La plongée devait être un événement soigneusement orchestré, avec des plongeurs de sécurité positionnés le long du parcours et des équipements prévus pour les urgences. Mestre a atteint sans difficulté la profondeur visée. Mais au moment de sa remontée, tout a basculé. Son ballon de levage ne s'est pas gonflé correctement, ralentissant considérablement son retour à la surface. Lorsque les plongeurs de sécurité l'ont atteinte, elle était restée sous l'eau bien trop longtemps. Ils l'ont remontée à la surface, mais malgré des tentatives désespérées de réanimation, Mestre n'a pas survécu. Sa mort a choqué la communauté de l'apnée. Les enquêtes ont révélé des lacunes graves dans les préparatifs, notamment un nombre insuffisant de bouteilles d'oxygène pour les plongeurs de sécurité et l'absence de système de secours. La tragédie a soulevé des questions sur les risques inhérents à l'apnée, no limit, et sur les pressions liées à la recherche de records dans un environnement aussi impitoyable. La tentative de plongée profonde de Guy Garman, 2015. Guy Garman, affectueusement surnommé Dog Deep, était un plongeur expérimenté animé par une passion inébranlable pour l'exploration sous-marine. En 2015, il entreprit un défi audacieux, battre le record de la plongée récréative la plus profonde en atteignant 1200 pieds. Ce défi était intimidant, même pour quelqu'un de l'expertise de Garman. La plongée à de telles profondeurs met à l'épreuve à la fois la physiologie humaine et les équipements à leurs limites absolues. La plongée eut lieu au large de Saint-Urquhart, dans les îles Vierges américaines. Le plan de Garman était méticuleusement préparé. Avec une équipe de soutien composée de plongeurs positionnés à diverses profondeurs pour lui apporter une assistance lors de sa remontée. Cependant, plus un plongeur descend profondément, moins il y a de marge d'erreur. À ces profondeurs, les risques incluent la narcose à l'azote, la toxicité de l'oxygène et les défaillances de l'équipement. Garman entama sa descente sans encombre, mais des problèmes survinrent pendant sa remontée. Après 38 minutes sous l'eau, il ne rétablit pas le contact avec son équipe de soutien. Malgré des recherches intensives, son corps ne fut jamais retrouvé. Les experts supposèrent qu'un mélange de stress physiologique et de complications liées à l'équipement aurait causé sa mort prématurée. Cette tragédie bouleversa la communauté de la plongée et souleva des questions sur l'éthique de tenter des plongées aussi extrêmes. Les critiques dénoncèrent les risques inacceptables de ces exploits,
mettant en évidence l'importance cruciale des systèmes de sécurité redondants et les limites de la capacité humaine dans des environnements hostiles à la vie. La tentative de record de vitesse sur l'eau de John Cobb, 1952. En 1952, John Cobb, un pilote britannique pionnier des défis de vitesse, se lança dans une tentative de battre le record mondial de vitesse sur l'eau. Connu pour ses exploits sur Terre, notamment en tant que détenteur du record de vitesse terrestre, Cobb décida de s'attaquer à la conquête des eaux. Il fit construire un hydroplane à réaction ultramoderne nommé le Crusader pour relever ce défi. Le pittoresque Loch Ness, en Écosse, fut choisi comme site pour cet exploit ambitieux. Le Crusader était une prouesse d'ingénierie, conçue pour atteindre des vitesses dépassant 200 miles par heure sur l'eau. Cependant, les spécificités des surfaces aquatiques présentaient des défis imprévisibles. Lors de la tentative, Cobb accéléra à une vitesse vertigineuse, atteignant environ 240 miles à l'heure. Mais la tragédie frappa sans prévenir. Le Crusader se désintégra brutalement, se retournant violemment et se brisant en morceaux. Cobb fut tué sur le coup, laissant son équipe et les spectateurs sous le choc. La cause exacte de l'accident reste un sujet de spéculation, mais les experts pensent qu'une instabilité structurelle à haute vitesse ou une collision avec une vague imprévue aurait provoqué cette défaillance catastrophique. Le saut en parachute à haute altitude de Nick Piantanita. 1966. Nick Piantanita, un chauffeur routier devenu aventurier, rêvait de battre le record du saut en parachute le plus haut, visant à sauter depuis les confins de l'espace. Au milieu des années 1960, Piantanita fit 3 tentatives audacieuses pour établir ce record, repoussant les limites de l'endurance humaine et de la technologie. Son objectif était de monter dans un ballon à hélium à plus de 120 000 pieds, d'où il sauterait pour une chute libre vertigineuse vers la Terre. Le 1er mai 1966, lors de sa 3e et dernière tentative, Piantanita atteignit une altitude de plus de 57 000 pieds, vêtu d'une combinaison pressurisée pour survivre aux conditions quasi vides d'air. Alors qu'il se préparait à sauter, une tragédie survint. Une dépressurisation de son casque provoqua une perte rapide d'oxygène. Le contrôle au sol déclencha immédiatement une descente d'urgence de la nacelle du ballon, ramenant Piantanita sur Terre en quelques minutes. Mais le mal était déjà fait. La dépressurisation causa des lésions cérébrales catastrophiques dues au manque d'oxygène. Piantanita ne retrouva jamais connaissance et décéda 4 mois plus tard. Sa quête ambitieuse pour le record captivait la nation, mais elle mit également en lumière les dangers extrêmes des sauts à haute altitude. Contrairement aux tentatives modernes, Piantanita ne disposait pas des technologies et des protocoles de sécurité avancés dont bénéficient les parachutistes contemporains. La cascade en moto de Javad Palisbanian, 2005. Javad Palisbanian, un casse-cou iranien, s'est lancé dans un exploit qui rivaliserait avec les légendaires performances d'Evel Knievel. En 2005, il tenta de battre le record de Knievel en sautant par-dessus 22 autobus en moto. L'événement fut très attendu, attirant une foule impatiente de voir une démonstration impressionnante de courage et de compétence. La préparation était grandiose. L'équipe de Palisbanian construisit une rampe massive, et sa moto fut réglée pour des performances optimales. Le saut nécessitait une vitesse, une précision et un équilibre parfait pour franchir les autobus et atterrir en toute sécurité. Cependant, malgré la confiance et la réputation de Palisbanian en tant que cascadeur expérimenté, une tragédie survint lors de l'atterrissage. Sa moto atterrit sous un mauvais angle, la faisant basculer violemment. L'impact fut fatal et Palisbanian succomba à ses blessures sur place. L'accident choqua le public et la communauté des cascadeurs. La mort de Palisbanian souligna les risques extrêmes associés aux cascades à enjeux élevés. Ou même de petites erreurs de calcul peuvent entraîner des conséquences catastrophiques. Sa tentative raviva les discussions sur les mesures de sécurité et la pression à laquelle sont soumis les artistes lorsqu'ils tentent de battre des records emblématiques. La tentative de tyrolienne de Sailendranath Roy, 2013. Sailendranath Roy, un casse-cou indien connu pour ses cascades uniques, était déterminé à battre des records de la manière la plus non conventionnelle possible, en utilisant ses cheveux. Le 28 avril 2013, Roy tenta de traverser une tyrolienne de 600 pieds au-dessus de la rivière Testa, dans le Bengale occidental, tout en étant suspendu par sa queue de cheval. La cascade visait à démontrer sa tolérance à la douleur et son endurance physique exceptionnelle. Roy, détenteur d'un record du monde Guinness pour des cascades précédentes liées aux cheveux, commença sa tentative avec confiance, glissant le long de la tyrolienne sous les acclamations des spectateurs. Cependant, en cours de route, la tragédie frappa. Ses cheveux se coincèrent dans le mécanisme de poulie,
le laissant suspendu en plein air. Luttant pour se libérer, Roy resta suspendu pendant plus de 20 minutes, fournissant un effort physique immense pour échapper à l'impasse. Malgré les tentatives de sauvetage, le stress prolongé causa une crise cardiaque fatale avant qu'il ne puisse être secouru. Son corps sans vie fut finalement récupéré, laissant le public et ses partisans dévastés. Cette tragédie souleva de grandes questions sur les mesures de sécurité utilisées lors de cascades extrêmes. Les critiques pointèrent le manque de supervision professionnelle et l'absence de plan d'urgence adéquat. La mort de Roy souligna les risques auxquels sont confrontés les artistes dans leur quête de reconnaissance, surtout lorsque la sécurité est compromise au profit du spectacle. L'essai de parachute de Franz Reichelt, 1912. Franz Reichelt, un tailleur et inventeur français, cherchait à révolutionner la sécurité aérienne avec son invention d'un costume parachute portable. À une époque où l'aviation en était encore à ses débuts, Reichelt imagina un dispositif qui pourrait sauver les pilotes en cas d'urgence. Confiant dans son design, il décida de le tester lui-même en sautant de la Tour Eiffel le 4 février 1912. L'événement attira une foule de curieux et de journalistes impatients de voir la démonstration audacieuse. Vêtu de son costume parachute, un vêtement volumineux conçu pour déployer des ailes en tissu pendant la chute libre, Reichelt monta la Tour Eiffel. Malgré les avertissements de ses amis et des autorités sur les dangers de l'expérience, il insista pour effectuer le saut lui-même, croyant en la viabilité de son invention. Alors qu'il sautait de la première plateforme de la tour, située à environ 57 mètres du sol, le costume ne se déploya pas comme prévu. Reichelt chuta dans le vide et mourut sur le coup en s'écrasant sur le sol gelé en dessous. Le tragique accident fut filmé, devenant l'un des premiers cas documentés d'une cascade fatale. La cascade enterré vivant de Janaka Basneyaka, 2012. Janaka Basneyaka, un Sri Lankais de 24 ans, s'est lancé dans un exploit extraordinaire, cherchant à battre le record du monde du plus longtemps enterré vivant. Le 5 mars 2012, dans la ville de Cantel, il sollicita l'aide de ses amis et de sa famille pour l'assister dans cette tentative audacieuse. Le défi consistait à être enterré dans un puits scellé pendant une période prolongée, une entreprise risquée avec peu de marge d'erreur. Le puits mesurait près de 3 mètres de profondeur, était tapissé de terre et de bois et recouvert de terre et de feuilles une fois Basneyaka à l'intérieur. En l'absence de ventilation adéquate ou de système de surveillance, la tentative était extrêmement dangereuse. Alors que les spectateurs s'étaient rassemblés autour, l'atmosphère était emplie d'anticipation. Après plus de 7 heures passées sous terre, ses aides commencèrent à creuser pour le récupérer. À leur horreur, Basneyaka décéda peu après. Les rapports médicaux ont suggéré que la suffocation ou un arrêt cardiaque soudain dû à un stress extrême était probablement la cause de sa mort. La cascade a suscité de vives critiques en raison du manque de précautions de sécurité et des risques inutiles impliqués. La mort tragique de Basneyaka a ravivé les discussions sur l'éthique des cascades dangereuses pour la célébrité et la reconnaissance. Son histoire est devenue un avertissement, mettant en lumière la nécessité d'une supervision professionnelle et de mesures de sécurité appropriées lors des tentatives de record. L'accident de Matthew Cranch en tant que homme canon, 2011. Matthew Cranch, un cascadeur de 24 ans, faisait le bonheur du public avec ses performances audacieuses en tant qu'homme canon. Le 25 avril 2011, lors d'un événement en direct à Kent, en Angleterre, il se préparait à exécuter son acte signature, être lancé depuis un canon vers un filet de sécurité. La cascade avait été réalisée de nombreuses fois auparavant, mais ce jour-là, la tragédie frappa. Lorsque le canon fut tiré, Cranch s'envola dans les airs, mais il succomba à ses blessures peu après. Les enquêtes ont révélé que le mécanisme d'ancrage du filet avait échoué, le rendant inutilisable au moment critique de la cascade. Les critiques ont souligné l'insuffisance des inspections de sécurité et l'absence de planification d'urgence comme des facteurs clés de l'accident. Les organisateurs de l'événement ont fait l'objet d'un examen minutieux, des questions ayant été soulevées sur le respect des protocoles de sécurité. La mort de Cranch a choqué la communauté des cascadeurs et ravivé les discussions sur les risques inhérents auxquels sont confrontés les artistes. Cela a mis en évidence l'importance de mesures de sécurité rigoureuses et de la responsabilité des organisateurs à prioriser le bien-être des participants. La cascade de baril de Carl Sutek, 1985. Carl Sutek, un casse-cou canadien renommé pour ses exploits audacieux, n'était pas étranger au risque. Ayant déjà survécu à une chute au-dessus des chutes du Niagara dans un baril conçu sur mesure, Sutek se fixa un autre défi audacieux, une chute depuis le toit de l'Astrodome de Houston en 1985. Le plan consistait à tomber de 55 mètres dans un réservoir d'eau spécialement construit pour l'événement.
Le 19 janvier, sous les yeux de milliers de spectateurs, Suzek monta dans un baril cylindrique rouge. Prêt à entrer dans l'histoire. Cependant, l'exécution de la cascade tourna tragiquement mal. Lorsque le baril fut relâché, il dévia de sa trajectoire prévue et heurta le rebord du réservoir d'eau au lieu de s'y poser correctement. L'impact causa des blessures catastrophiques à Suzek, qui fut transporté à l'hôpital mais succomba à ses blessures plus tard dans la journée. L'incident suscita un intense examen des préparatifs de l'événement et des mesures de sécurité. Les critiques ont noté que le réservoir était trop peu profond et mal préparé pour cette cascade. Même d'autres casse-cou se sont interrogés sur la sagesse de tenter un exploit aussi risqué dans un lieu intérieur. Le saut en parachute d'Owen Quinn depuis le World Trade Center, 1975. Owen Quinn fit la une des journaux en 1975 en devenant la première personne à sauter en parachute depuis le World Trade Center à New York. Passionné de parachutisme et ouvrier du bâtiment, Quinn planifia soigneusement son saut non autorisé. Visant à démontrer ses compétences et à réaliser un exploit historique tout en évitant les blessures et les conséquences légales. Le 22 juillet 1975, Quinn réussit à cacher son parachute au sommet de la tour sud, alors en construction. Déguisé en ouvrier, il se positionna près du bord et sauta, tombant librement pendant plusieurs secondes avant de déployer son parachute. Les spectateurs au sol regardèrent, émerveillés, tandis que Quinn atterrissait gracieusement sur le trottoir en bas, indemne. Bien que le saut fût un succès sur le plan de l'exécution, les suites juridiques furent moins triomphantes. Quinn fut immédiatement arrêté et accusé de violation de propriété privée et de mise en danger imprudente. Il défendit son exploit comme un acte inoffensif de recherche de sensations fortes, mais les autorités ne partagèrent pas son avis. Bien qu'il ait évité la prison, cet événement mit en lumière les dangers de telles cascades non autorisées, notamment dans un environnement urbain. Le vol à travers le pays de Jessica Dubroff. 1996. Jessica Dubroff, une aspirante pilote âgée de 7 ans, captiva la nation en 1996 avec son objectif de devenir la plus jeune personne à traverser les États-Unis en avion. Accompagnée de son instructeur de vol et de son père, Jessica était aux commandes d'un petit Cessna 177B dans le cadre de ce voyage ambitieux. Malgré son enthousiasme et ses compétences naissantes, l'aventure se termina tragiquement 3 jours après son début. Le 11 avril 1996, peu après le décollage de Cheyenne, dans le Wyoming, l'avion rencontra des conditions météorologiques sévères. Des pluies torrentielles et des vents forts rendirent le vol de plus en plus difficile. L'appareil eut du mal à prendre de l'altitude et s'écrasa peu après le décollage, tuant les 3 personnes à bord. Le rêve de Jessica de faire entrer son nom dans l'histoire se transforma en une tragédie déchirante qui laissa la nation sous le choc. L'accident suscita un débat généralisé sur l'éthique et la sécurité de permettre à des enfants d'entreprendre de telles entreprises à haut risque. Les critiques soutinrent que la tentative avait davantage visé l'attention médiatique que la sécurité, remettant en question le jugement de ceux qui encouragèrent Jessica dans sa quête de record. Les experts en aviation soulignèrent également les dangers de voler par mauvais temps, particulièrement pour un copilote inexpérimenté. Le vol ivre de Thomas Fitzpatrick. 1956. Thomas Fitzpatrick, un ancien marine et pilote chevronné, grava son nom dans la légende urbaine avec l'une des cascades les plus folles de l'histoire de l'aviation. Lors d'une soirée en 1956, après un pari dans un bar à New York, Fitzpatrick affirma qu'il pouvait atterrir un avion sur une rue de la ville. Poussé par l'alcool et une audace sans pareille, il transforma son pari en réalité. Fitzpatrick emprunta un petit avion à moteur à un aérodrome voisin sans autorisation. Guidé par rien d'autre que son instinct et sa bravoure, il pilota l'appareil à travers l'espace aérien dense de Manhattan en pleine nuit. Par miracle, il réussit à poser l'avion sur l'avenue Saint-Nicolas à Harlem, juste devant le bar où le pari avait été lancé. Son exploit fut d'une telle précision que les témoins affirmèrent qu'il était un véritable héros. Incroyablement, 2 ans plus tard, il répéta l'exploit après un autre pari, atterrissant un avion sur une autre rue de Manhattan. Cette deuxième tentative lui valut une sentence plus sévère, mais elle consolida sa réputation de casse-cou. Vesna Vulvik S Survival Record, 1972. Le 26 janvier 1972, Vesna Vulvik, une hôtesse de l'air de 22 ans travaillant pour la compagnie Yugoslav Airlines, est devenue la seule survivante d'une catastrophe aérienne qui a fait 27 victimes. Son histoire miraculeuse commence lorsqu'une bombe explose à bord du vol 367, provoquant la dislocation de l'avion en plein vol à une altitude de 33 000 pieds. La survie de Vesna reste le record mondial de la plus haute chute sans parachute, inscrivant son nom dans l'histoire.
L'avion DC-9 assurait la liaison entre Copenhague et Belgrade lorsque la bombe, probablement placée par un groupe nationaliste croate, explosa dans la soute. L'explosion déchira l'appareil, envoyant passagers et membres d'équipage chuter vers les forêts enneigées de ce qui est aujourd'hui la République tchèque. Vesna, qui se trouvait près de la queue de l'avion, fut piégée par un chariot de nourriture qui la maintenait coincée à une partie du fuselage. Contre toute attente, Vesna survécut à l'impact. Les experts attribuent sa survie à la combinaison de l'avion s'écrasant dans une zone boisée et couverte de neige. Ce qui a amorti la chute, et à la structure du fuselage, qui l'a protégée des pires blessures. Elle subit des blessures graves, notamment une fracture du crâne, des jambes brisées et une paralysie temporaire. Cependant, après plusieurs mois de rééducation, elle retrouva sa mobilité. L'histoire de Vesna captiva le monde entier, faisant d'elle un symbole de résilience et de chance. Elle fut célébrée comme une héroïne nationale en Yougoslavie et devint une militante pour la paix, s'opposant à la violence et au terrorisme. Malgré sa célébrité, Vesna resta humble, déclarant souvent qu'elle se sentait coupable d'être la seule survivante d'une telle tragédie.